Du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Nous avons la présence de M. le recteur de l'Université de Dakar. Nous avons le président de l'École polytechnique fédérale de la Lausanne, ainsi que le représentant de l'ambassade de la Suisse. On est aussi gratifié par la présence des membres du réseau d'excellence. Il n'y a pas que de matériel, mais ça va. Et nos invités qui sont là, à nos côtés, pour nous accompagner dans cette cérémonie. Sans tarder, donc, et nous avons aussi la présence des concernés essentiels, notamment les étudiants. Nous aurons l'occasion aujourd'hui de pouvoir partager avec nous ce qu'est un MOOC et en quoi les MOOC devront impacter sur la qualité de l'enseignement, mais surtout sur le réussite. Donc, pour tout à l'heure, merci. Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, représentant le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, monsieur le représentant de son Excellence, Madame l'ambassadeur de Suisse au Sénégal, monsieur le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, monsieur le président de l'École supérieure fédérale, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, professeur Hébert, messieurs les chefs d'établissement d'enseignement supérieur, public et privé du Sénégal, mesdames, messieurs les membres du conseil d'administration de l'École supérieure de Polytechnique, chers collègues, chers invités, et surtout chers étudiants, permettez-moi au passage de remercier les délégués du récif, le réseau d'excellence des centres régionaux de la francophonie, qui sont actuellement à Dakar dans le cadre des rencontres que nous donnons régulièrement chaque année. Chers étudiants, cette cérémonie est la vôtre. Aujourd'hui, vous avez la chance de faire partie de ces gens, de ces étudiants, de ces apprenants qui appartiennent à un monde unique, à un village unique, à travers les MOOCs, Massive Open Online Courses. Mais pour que cette rencontre puisse avoir lieu, il a fallu que M. le Président de l'École polytechnique de Lausanne ait accepté de bien vouloir venir à Dakar, malgré son travail qui était très âgé. Monsieur le Président, nous remercions pour cela.
Nous remercions aussi le recteur, le professeur Salungaï, pour le constant soutien qu'il n'a cessé de manifester à l'égard de l'école supérieure polytechnique, malgré les problèmes et les vicissitudes de la vie. Monsieur le recteur, j'ai accepté nos sincères remerciements. Chers étudiants, tout à l'heure, je disais que la cérémonie est la vôtre. Donc, nous voilà réunis ici pour le lancement des bourses. Aujourd'hui, notre pays est à la croisée des chemins. Le monde universitaire est en commun ici. Celui de nouveau paradigme de l'approche par les compétences. Aujourd'hui, étudiants, vous êtes au centre de l'enseignement. Les enseignants sont des accompagnateurs. Le savoir est au niveau de la toile. Face aux défis actuels de l'enseignement supérieur sénégalais, la Suisse, par la disponibilité gratuite des cours en ligne sur des plateformes dédiées, nous permet de réduire les obstacles actuels et prendre le train des bourses en marche. Ces bourses qui permettent à l'étudiant d'apprendre à son rythme et de valoriser le travail personnel. Il faut dire que les bourses présentent un autre intérêt, c'est le partenariat public-privé. Aujourd'hui, l'école supérieure polytechnique est un exemple avec Google. Pourquoi pas ne pas avoir un partenariat entre l'école polytechnique de la Lausanne, l'école supérieure polytechnique, la Centrale. Pourquoi pas? Les bourses peuvent être considérées comme un puissant levier de développement fort intéressant, un accélérateur de création d'entreprises. Chers étudiants, chers invités, il y a de cela pas longtemps, les entreprises faisaient la queue à la sortie ou bien à la porte des salles de classe pour recruter. C'était le bon temps. Aujourd'hui, les étudiants doivent sortir avec des entreprises très complètes et devenir des employeurs. Le monde du numérique donne d'inestimables possibilités pour cela. Il faut apprendre à saisir ces opportunités. Le temps de l'état-providence est fini. Ce temps est fini. Et c'est l'état vivant au sud, de l'est à l'est. Le temps de l'état-providence est terminé. Avec les bourses, vous allez apprendre à prendre en charge, à devenir de futurs entrepreneurs, de futurs chefs d'entreprise. Monsieur le Président de l'EPFF, nous vous remercions de nous donner cette chance. En retour, vous l'avez offert. Nous sommes un pays pauvre, sans pétrole ni diamant. Cependant, nous sommes très riches, extrêmement riches. Nous sommes riches de cette richesse appelée Teranga, qui fait que l'étranger se chance chez lui quand il est chez nous. Monsieur le Président, vous et votre délégation, soyez les bienvenus au pays de la Teranga. Je ne saurais terminer parce qu'il y a d'autres intervenants, sans remercier mes collègues, ceux qui dans l'ombre ont travaillé tous les nuits pour que ces rencontres puissent arriver. Chers invités, chers étudiants, comme disent les Américains en terminant le discours, God bless you. Merci. Monsieur le représentant du ministre
de l'enseignement supérieur. Messieurs les recteurs, présidents, directeurs des universités, hautes écoles et instances académiques de l'enseignement supérieur, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les invités, et surtout, chers étudiants, que je vois ici très nombreux, et je m'en réjouis, permettez-moi, au nom de l'ambassade de Suisse à Dakar, tout d'abord de saluer notre délégation de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui vient d'arriver hier dans la journée à Dakar pour ouvrir ce séminaire sur les MOOCs. Je voudrais également remercier l'UQAM et l'École supérieure polytechnique pour leur accueil et pour mettre à disposition leurs établissements, leurs cadres, leur personnel dans ce but. Nous sommes réunis ici pour lancer un nouveau programme, les fameux MOOCs, des Massive Open Online Courses. Je ne vais pas vous en dire plus à ce propos, puisqu'il y a aujourd'hui d'éminentes personnes, d'éminents spécialistes, bien plus au fait des MOOCs que moi-même. Tout au plus, je voudrais vous dire que l'ambassade de Suisse et la Suisse sont fiers de voir cette nouvelle page se tourner, se marquer, s'ouvrir plutôt dans la collaboration entre nos deux pays. En effet, depuis maintenant 5 ans, pour des raisons stratégiques et politiques, la Suisse a fermé son bureau de coopération au Sénégal. Cela signifiait une diminution importante de nos opérations de coopération, mais non pas à retrait total, puisque nous restons actifs dans différents domaines, notamment dans les droits de l'homme et dans les droits de l'enfant, puisque nous sommes actuellement en train de développer un programme de formation en matière de justice juvénile. Monsieur le directeur de l'École supérieure polytechnique vient de le dire, je lui laisse la responsabilité de se dire, mais les jeunes ne lisent plus, ou tout au moins lisent moins, peut-être. Mais ils sont devant leurs ordinateurs, ils sont online. Et c'est sur cette circonstance que le programme MOOCs veut rebondir et être avec eux. Le programme MOOCs permet de suivre des cours de haut niveau et permet à des milliers d'étudiants de les suivre simultanément et de façon interactive. C'est donc un moyen tout à fait moderne pour compléter un programme universitaire. Voilà, je tiens à vous saluer encore tous pendant cette journée, spécialement les étudiants, en vous souhaitant un excellent séminaire de lancement et je l'espère vous retrouver tous parmi les participants des cours MOOCs. Bonne journée à tous, merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc nous allons poursuivre les introductions et cette fois-ci donc nous allons convoquer le président de l'École polytechnique fédérale. Ce mot s'entend pour dire à quel point je suis heureux, mais je dirais aussi ému de vous voir aussi nombreux à cette séance d'ouverture des MOOCs. Les MOOCs sont devenus pour moi un élément extrêmement important. Alors je vais simplement raconter 2 histoires qui me tiennent très à cœur. Tout a commencé pour moi en 2010. À l'époque, le sommet de la francophonie devait se tenir lieu à Madagascar. Pour des raisons politiques, il n'était pas possible de le faire. Et on a demandé à la Suisse francophone, d'organiser en urgence, je crois que c'était le 13e sommet de la francophonie.
J'ai reçu rapidement un téléphone de notre ministère des Affaires étrangères nous demandant de faire quelque chose, et en particulier pour la formation et la recherche. À l'époque, nous avons proposé ce réseau qu'on appelle RECIF, le réseau d'excellence des sciences et techniques de l'ingénieur de la francophonie, où nous avons réuni 6 universités du Nord et 7 universités du Sud, en disant qu'on allait vraiment intensifier nos relations, nos collaborations dans le domaine de la formation et de la recherche en ingénierie. Nous avons planifié, nous avons commencé à faire la mise sur place de laboratoires communs où nos étudiants du Nord pouvaient venir ensuite et vice-versa. Tout ça avec une certaine dynamique. Et puis, coup de tonnerre. Dans un ciel bleu, c'est mai 2012. Mai 2012, c'est, comme disent les Américains, yesterday, c'est hier. Je suis contacté par un collègue qui me dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à Stanford. Je prends l'avion, je vais voir mes collègues de Stanford, le président John Hennessy, son provost John Echeverry, et on va voir 2-3 compagnies parce qu'il y a une nouvelle chose qui s'appelle MOOCs. MOOCs pour Massive Open Online Courses. Et nous sommes frappés de ce qui se passe. Nous avons tous été impliqués, et vous aussi, et l'Afrique en particulier, par l'enseignement en ligne. Mais il y a quelque chose, il y a un point d'inflexion qui se passe, c'est en fait l'arrivée des bandes passantes relativement importantes qui permettent de suivre les vidéos, c'est l'arrivée des tablettes, c'est le cloud, et c'est vous, cette génération digitale, qui fait que lorsqu'on met un cours, on commence à avoir non pas 100, 1000, 10 000, mais parfois 100 et même plus 1000 étudiants en ligne qui se connectent. Ceci est une révolution. C'est une révolution pour les institutions, les grandes institutions, parce qu'elles se rendent compte qu'elles vont pouvoir partager leur savoir avec plus que les quelques privilégiés qui font partie de leur campus. Et ça, c'est un élément profondément disruptif, on dira. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'aller au-delà de ces frontières physiques. Et de l'autre côté, je regarde et je mets ces deux choses ensemble. Nous avons la chance de les récits et les MOOCs sont en train de sortir. Je rentre, je convainc nos professeurs, le professeur Martin Versky, de mettre son cours qui s'appelle Programmation Scala, une des langages informatiques évolués. Il met son cours, effectivement, il a 50 000 étudiants qui prennent le cours, 10 000 qui font l'examen final. Et avec les adresses IP, vous pouvez regarder où sont les étudiants. Et ce que je constate, c'est que partout, dans l'Afrique, il y a des points. Alors ces points ne sont pas aussi nombreux qu'en Europe ou aux États-Unis, mais on peut dire à peu près que l'ensemble du continent a des points. C'est-à-dire que certains étudiants africains sont capables. Et pour moi, ça c'est un élément extrêmement révélateur. Et là-dessus, on décide de mettre les deux ensemble, de mettre RECIF et les MOOC, et se dire qu'on va essayer de construire un curriculum du domaine des sciences et technologies d'ingénieurs francophones, avec le collègue de RECIF, et là on les a cités. Et là, si nous avions l'immense privilège d'avoir l'école supérieure polytechnique de Dakar comme étant représentant de RECIF. Et ça a été relativement aisé de travailler ensemble. Alors nous allons devoir faire ceci ensemble. Il y a encore un certain nombre de limites pour la bande passante et autres, mais je crois qu'il y a des solutions et que c'est une question de temps. De telle sorte que vous allez pouvoir prendre des cours de très grandes universités avec les vôtres, de travail intégré, commun, avec vos enseignants. De telle sorte qu'il n'y ait plus cette barrière qu'on connaît,
Je crois que c'est une opportunité unique pour l'Afrique et votre présence aussi nombreuse aujourd'hui me montre que cette intuition que nous avons eue il y a 2 ans, elle est réelle. Donc je vous demande encore de préciser à travers des applaudissements. Et comme il l'a dit à travers ce discours, je pense que rappelle aussi la présence des enseignants, des professeurs qui sont là, mais surtout la présence du privé, parce que comme il a réitéré à travers le partenariat public-privé, je pense que nous avons besoin aussi du privé. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, représentant Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Monsieur le représentant de son Excellence, Madame l'ambassadeur de Suisse à Dakar, Monsieur le directeur de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, Monsieur le directeur de l'École polytechnique de Thiès, Monsieur le directeur de l'École polytechnique, de l'École supérieure polytechnique de Dakar, Mesdames, Messieurs les directeurs d'école d'institut, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement d'enseignement supérieur, Mesdames, Messieurs les membres du récif, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration de l'École supérieure polytechnique, distingués invités dans vos grades, titres et qualités, mes chères étudiantes, mes chers étudiants. Mes premiers mots sont des mots de bienvenue. Et c'est à vous, distingués invités, membres du récif, venus de Belgique, de Suisse, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo, que je voudrais adresser. Notre communauté, fière de son histoire et de son apport à la communauté scientifique en matière d'enseignement et de recherche, se sent particulièrement honorée de vous recevoir. Je vous remercie d'être venus si nombreux pour participer à cet important événement et vous souhaite, au nom de la communauté universitaire, dans toutes ses composantes et en mon nom propre, une bienvenue. Je voudrais aussi m'adresser aux membres du comité d'organisation et leur dire merci, car ils ont, en authentique universitaire, donné le meilleur d'eux-mêmes pour donner à cette cérémonie tout l'éclat qui s'y est. Un proverbe de chez nous dit que ceux qui mangent des œufs ne s'imaginent pas combien la poule a eu du mal à les pondre. Mais je pense qu'ils vont comprendre ce que je veux tout naturellement dire. Mes chers collègues, c'est donc tout naturellement qu'encore une fois, l'Université de Dakar se trouve au cœur de cette cérémonie de lancement des Massive Open Online Courses. MOOCs, si vous préférez en français, les cours libres, ouverts et massifs, les clos, qui sont évidemment organisés par 2 fleurons de l'enseignement, l'École polytechnique fédérale de Lausanne et l'École supérieure polytechnique. La thématique qui sous-tend cette cérémonie, mes chers collègues, ainsi que les objectifs qui s'en dégagent sont sans doute cruciaux aux acteurs du développement que nous sommes. Vous le savez, chères étudiantes, chers étudiants, un nombre sans cesse croissant d'universités aux États-Unis comme en Europe s'est lancé dans les Massive Open Online Courses et à ce jour, on peut considérer également que l'Afrique s'y est engouffrée par le biais de certaines de nos universités du Sénégal. Bien entendu, ce concept de MOOCs est également basé sur des cours en ligne, sous la forme de séries de vidéos et exercices gratuits
et accessible à tous. En promettant, en lieu des classes des cours ex-cathédrale, en présentiel, une pédagogie participative en virtuel. En autorisant également des exercices, des guises en ligne, l'auto-évaluation par les pairs et les forats. Ce concept, chers étudiants, semble donc arriver au moment opportun en nous proposant des alternatives dans la mise en place d'une université virtuelle, en nous proposant aussi des solutions à la résolution de la problématique de la massification de nos universités. Une université comme la nôtre, vous le savez, compte 88 500 étudiants. Et dans le cadre également du programme que nous avons lancé avec vous, nos étudiants, c'est-à-dire le programme Un étudiant, un ordinateur. Donc, mes chers étudiants, ces cours gratuits sont déjà proposés par diverses universités américaines qui sont pionnières. Vous le savez, il y a Stanford, il y a Howard, il y a MIT, il y a également l'université, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, le collège de France que nous avons reçu la semaine dernière en la personne du professeur Compagnon. Et ces cours en ligne donc se sont étendus à d'autres. Et vous savez, ces cours connaissent un immense succès et attirent sur la toile des centaines de milliers d'étudiants du monde entier. Et du coup, ces cours aussi attirent l'intérêt des investisseurs. Pour des observateurs avertis comme vous, étudiants de Polytechnique, ces MOOCs vont immanquablement étendre les campus virtuels à l'échelle mondiale et surtout vont permettre aux étudiants des pays les plus défavorisés d'avoir accès à l'enseignement supérieur. Ce qui va engendrer à la fois des mutations sur le plan qualitatif et également sur le plan quantitatif. Et ces mutations vont être prises en compte et ont déjà été prises en compte à l'université Cheikh Anta Diop. Et très tôt, depuis 2003-2004 déjà, à l'université Cheikh Anta Diop, nous avions déjà développé l'e-learning sous la forme de plateformes en ligne, de Moodle, de forums, de discussion et d'autres dispositifs auxiliaires. Aujourd'hui, nous avons 4 ou 5 plateformes performantes depuis bientôt une dizaine d'années. Nous en avons à l'école, à la FACEF, nous en avons à l'EMAP, nous en avons à l'ESP, bien entendu, et un peu partout. Et nous sommes aujourd'hui, nous faisons même des soutenances en ligne avec le Congo, avec Madagascar, avec le Kenya et tant d'autres pays. Donc, l'université Cheikh Anta Diop, ayant compris très tôt les enjeux de ces nouvelles méthodes de livraison de la connaissance, a entrepris une diversification de ses stratégies pédagogiques. Bien des enseignants s'y sont mis en déposant sur ces plateformes des PowerPoint et des notes de cours, et ils sont utilisés également, ils vont utiliser des ressources de l'online education. Et d'ailleurs, à cette occasion, le centre de ressources technologiques et pédagogiques de CRTP, dont je salue la présence du directeur, nouvellement érigé, a mis en place un programme d'augmentation de ressources pédagogiques en ligne visant à consolider le LMD par la livraison de cours interactifs par le web et en utilisant les TIC. Et nous avons à peu près de 300 cours qui sont déjà en ligne. Donc, chers collègues, vous l'aurez constaté, ce qui est nouveau, en outre et outre le changement d'échelle du public, et avec certaines plateformes qui sont fréquentées par plus de 2 millions d'acteurs, c'est le fait que les MOOCs se présentent explicitement comme des équivalents de cours universitaires. Et c'est là où se situe toute la problématique, monsieur le directeur de l'école polytechnique fédérale. En comprenant un syllabus explicite, des assignations d'exercices et surtout une évaluation en ligne de ceci, cela pose des problèmes nouveaux. Cette évaluation se fait à travers des méthodes dont les acteurs sont avant tout les auditeurs du cours. Donc les évaluations sont faites par les étudiants eux-mêmes
non seulement ces étudiants s'auto-évaluent, mais ces étudiants évaluent également leur père. Et par ce biais, donc, les étudiants que vous êtes pourront aller sur des forats et former des groupes d'apprentissage. Mais ce qui est nouveau, chers collègues, c'est que ce ne sont plus les universités qui seront les seules à organiser ces cours massifs ouverts. Mais il y aura des plateformes en ligne qui seront opérées par des startups auxquelles les universités vont confier le soin de monter et de diffuser le catalogue de MOOCs. Et attendez-vous à avoir ainsi ce que nous avons aujourd'hui sur le net, c'est-à-dire des vitrines pour les enseignements d'une université, un accès à l'éducation universelle à des publics qui n'y avaient jusque-là pas accès, notamment dans nos pays en voie de développement. Il y a également la gratuité et l'absence de prérequis d'entrée qui confèrent à ces MOOCs un accès démocratique. Et vous l'aurez constaté, on libère ainsi les universitaires, mais également les administrations de nos universités, en laissant pratiquement de côté ces vastes amphis à l'image de celui-ci, en offrant aux enseignants la possibilité de se consacrer à des groupes plus restreints et aussi à des thématiques de recherche en relation avec leur spécialisation. Donc ces MOOCs vont introduire une évolution dans l'enseignement et vont changer toutes les méthodes de travail dans nos universités. J'ai l'habitude de le dire, à partir de ce moment, il faut apprendre autrement. Mais il faut aussi enseigner autrement, il faudra évaluer autrement et il faudra gérer autrement. Il n'est donc pas facile pour toutes les universités de s'adapter à ces nouvelles méthodes d'apprentissage, à ces nouvelles méthodes d'enseignement. Mais il faudra y réfléchir, il faudra s'adapter. Quand on connaît le coût de l'éducation universitaire qui est très élevé en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis et au Canada, où un grand nombre d'étudiants sont endettés, en Europe et même en Afrique francophone, où nos universités sont moins chères pour l'étudiant, les études sont aussi coûteuses pour l'État qui, pour l'essentiel, à travers sa subvention, en supporte les frais. Mais vous comprendrez également aujourd'hui quelle est l'université, le recteur d'une université de 500 étudiants qui vient de recevoir 22 000 nouveaux bacheliers et qui est confronté à des effectifs pléthoriques et qui est confronté également à des coûts croissants de l'enseignement, à une surpopulation estudiantine. Quelle est cette université qui ne serait pas intéressée par cette expérience? Vivons-la ensemble, corrigeons les erreurs, essayons de trouver les solutions nécessaires. Je pense que chacun, les enseignants, les enseignés, tout le monde y a intérêt, tout le monde a intérêt à voir les choses et à essayer de comprendre. Donc, je ne vais pas faire certaines communications à la place de mes collègues. Je voudrais juste, pour conclure, espérer que le directeur de l'école fédérale, Polytechnique fédérale de Lausanne, monsieur le directeur de l'ESP, mes chers collègues, mes chers mesdames, messieurs les directeurs d'école d'institut, je voudrais juste, au cours de cette journée, que nous puissions nous interroger davantage sur les objectifs que nous offrent ces MOOCs pour un enseignement moderne, mais aussi un enseignement de qualité. Donc, nous invitons donc monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur pour son allocution. Excellence, monsieur le représentant de Madame l'ambassadeur de Suisse, monsieur le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, monsieur le président de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, monsieur
Monsieur le directeur de l'École supérieure polytechnique de Dakar, Madame la représentante du directeur du bureau Afrique de l'Ouest de l'Agence universitaire de la francophonie, Messieurs les chefs d'établissement d'enseignement supérieur, et je voudrais citer le directeur de l'École polytechnique de Thiès et le directeur de l'INSEP, l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport, de l'Université académique de Dakar, honorables représentants des institutions membres du réseau récif, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration de l'École supérieure polytechnique, chers collègues enseignants-chercheurs, Mesdames, Messieurs les agents administratifs techniques et de services, honorables invités à vos titres, grades et qualités, Mesdames, Messieurs, chers étudiants, chères étudiantes, dont je salue la présence massive ici, démontrant de l'intérêt qui porte aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et c'est l'Afrique de demain, celle des dirigeants qui vont prendre en main les destinées de nos pays, de notre continent. C'est avec un réel plaisir que je préside ce matin la présente cérémonie de lancement des MOOCs, Massive Open Online Courses, au nom du professeur Validonian, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Sénégal, actuellement hors du territoire national. Je suis persuadé qu'il se serait fait un plaisir d'être ici, étant lui-même spécialiste d'informatique et de technologie numérique. Ce moment est exceptionnel, car les cours en ligne ouverts et massifs constituent une opportunité pour l'enseignement supérieur, pour promouvoir de nouvelles stratégies de transmission de savoir et de savoir-faire, mais aussi d'atteindre le nombre d'apprenants nettement plus important, comme cela a été dit tantôt par l'un des pionniers de ces MOOCs en Europe, le président de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, belle institution que j'ai eu le privilège de visiter. Depuis l'année 2012, donc mai 2012, comme ça a été rappelé, la communauté mondiale de l'enseignement supérieur est ébranlée par ce nouveau phénomène. L'émergence de ces MOOCs ou cours massifs et ouverts en ligne. L'ancien caractère des universités américaines prestigieuses, parmi lesquelles Stanford, vous avez cité M. le Président de l'EPFL, Stanford de Facebook et autres, ces cours ont donc eu un succès immédiat parmi les étudiants et ont été plébiscités par la communauté universitaire mondiale. Des dizaines de milliers d'étudiants ont suivi et suivent encore des cours en ligne gratuitement et des cours de la plus haute qualité dispensés par les meilleurs professeurs de ces universités prestigieuses. Ainsi, il semble que la convergence des technologies et des réseaux sociaux fondés sur l'Internet et les comportements humains qu'ils induisent et fait naître un nouveau modèle pédagogique. Bill Gates, dont nous saluons l'intuition, déclarait en 2010, d'ici 5 ans, vous pourrez trouver les meilleurs cours au monde sur l'Internet et gratuitement. Fin de citation. Il semblerait que son intuition soit sur le point de se concrétiser et à un rythme accéléré, comme en adresse la cérémonie de ce matin. Mais est-ce suffisant pour former les personnes, en particulier celles résidant dans les pays les moins développés? L'enseignement supérieur peut-il se réduire à la disponibilité de cours en ligne? Les MOOCs, phénomène de mode passagère ou profonde révolution planétaire dans les modes de formation? Autant de questionnements auxquels l'avenir immédiat nous permettra d'apporter des réponses. Au-delà de l'augmentation de l'accès à la formation, l'utilisation des MOOCs permettra d'avoir une meilleure visibilité de l'institution à l'échelle nationale et internationale, une meilleure politique de développement de l'usage de technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, pour l'amélioration de la qualité des enseignements à travers un meilleur environnement numérique de travail ainsi que le renforcement de la coopération inter-établissement. C'est dans ce contexte que l'École supérieure polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar
en collaboration avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne, a inscrit cette activité phare dans son plan stratégique, en vue de stabiliser un modèle d'élaboration et d'intégration des MOOCs dans les enseignements. Mesdames et messieurs, honorables invités, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Sénégal a signé des contrats de performance CDP avec nos 5 universités publiques. Et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les stratégies pédagogiques constitue un des objectifs majeurs de ces contrats de performance. Ces contrats, rappelons-le, concernent 5 objectifs, parmi lesquels nous citerons, par rapport à la circonstance de ce matin, l'amélioration de l'utilisation des technologies de l'information et de l'éducation, et aussi l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Comme vous le savez, dans une perspective de concrétisation de la vision du chef de l'État, le président Macky Sall, de faire de l'éducation et de la formation un levier pour le développement économique et social de notre pays, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a organisé, de janvier à avril 2013, une concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, CNAES. Cette CNAES a été suivie d'un conseil présidentiel. C'était une première dans notre pays. Conseil présidé par le chef d'État lui-même en présence de l'ensemble des membres du gouvernement. Lequel conseil a été consacré à l'examen des recommandations issues de la CNAES. À l'issue de ce conseil, 11 décisions ont été prises, de la D1 à la D11. Et vous me permettrez, en rapport avec l'objectif de ce matin, le thème de la rencontre de ce matin, de lire la décision numéro 2. La décision numéro 1 étant de réorienter le système d'enseignement supérieur vers les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. La décision numéro 2 dit ceci: mettre les technologies de l'information et de la communication au cœur du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche pour améliorer l'accès à l'enseignement supérieur et l'efficacité du système. Permettez-moi également, pour illustrer la pertinence de cette décision et des directives qui en suivent par rapport à la généralisation de l'enseignement à distance et des MOOCs, de lire les directives issues de cette décision numéro 2. La première, c'est mettre en place l'université virtuelle sénégalaise et des espaces numériques ouverts dans chacune des régions du Sénégal et au sein des universités publiques. Comme vous le savez, l'université virtuelle sénégalaise a démarré le 7 janvier 2014 et nous sommes en train nous avons déjà trouvé du financement pour mettre en place les espaces numériques ouverts. Et cette directive dit mettre ces espaces numériques ouverts dans chacune des régions du Sénégal. Actuellement, nous avons déjà réussi à trouver le financement de partenaires et du Sénégal pour mettre ces démos dans chacun des départements du Sénégal, dans chacun des 45 départements du Sénégal. Directive numéro 2, mettre en place le système d'information et de gestion de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cela a démarré avec l'inscription en ligne de nos étudiants avec la plateforme campusn.sn. Et actuellement, nous travaillons sur la généralisation de ces systèmes d'information au niveau des bourses, de l'hébergement des étudiants, etc. Troisièmement, et il me semble que c'est là le volet le plus important par rapport aux MOOCs, interconnecter tous les établissements d'enseignement supérieur, publics et privés. J'y reviendrai tantôt. Quatrième directive, créer une bibliothèque nationale virtuelle pour partager les ressources numériques. Directive suivante, créer le centre de mutualisation et de partage de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dernière directive, développer l'enseignement à distance et encourager le personnel d'enseignement et de recherche à utiliser les technologies de l'information et de la communication. Il est donc important de dire que le Sénégal, les autorités du Sénégal, qu'elles soient politiques,
ou académique se place d'emblée dans un contexte permettant de généraliser l'utilisation de ces technologies, notamment à travers les MOOC. Pour rendre opérationnel les 11 décisions prises à l'issue du Conseil présidentiel, plusieurs documents ont été élaborés, notamment le document portant programme de réforme prioritaire 2013-2017 de l'enseignement supérieur et de la recherche au Sénégal, qui présente les réformes par axe thématique, et un autre document intitulé Plan de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui présente une planification des actions et un plan de financement. Et il est important de souligner la volonté politique. Le chef de l'État a demandé que chaque trimestre, le Premier ministre tienne une réunion de suivi de la mise en œuvre de ces recommandations issues de la concertation nationale. Et il y a 2 semaines, nous avons tenu, avec Madame le Premier ministre, une réunion de suivi de l'application de ces décisions. Et le président de la République lui-même présidera chaque semestre une réunion d'évaluation de la mise en œuvre de l'ensemble des décisions et des directives qui en sont prises. On peut donc affirmer, sans de se tromper, que l'option d'intégration des MOOC dans l'enseignement supérieur au Sénégal a été effectivement prise et sera donc appliquée. Comment? Par le processus d'interconnexion des établissements d'enseignement supérieur, qui nous permettra de vaincre ce que disait tantôt avec beaucoup de pertinence M. le président de l'EPFL, à savoir la question de la marche avec nos institutions du Sud, aujourd'hui l'École supérieure polytechnique de Dakar. Mon établissement, où j'ai enseigné pendant 30 ans, et je vois les personnes qui travaillent avec moi dans le cadre de l'enseignement et de la recherche. Nous continuons à rechercher, même si je n'ai plus le temps maintenant de faire l'enseignement. Mesdames et messieurs, chers étudiants, c'est sur cette note d'espoir qu'au nom du professeur Mathieu Audin, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je déclare ouverte la cérémonie de lancement de MOOC en vous remerciant de votre demande d'attention. C'est aussi une nouvelle forme d'interaction. Peut-être vous n'avez pas le professeur directement entre vous, mais vous pouvez étudier par groupe. Et en moi, l'école polytechnique de Lausanne chez nous, souvent les étudiants regardent, ils peuvent projeter sur un écran ou sur leur portable. C'est au fond une façon d'apprendre en petits groupes. C'est de revenir, et de plus nécessairement dans un auditoire de 1000 personnes aujourd'hui, mais d'avoir cette interactivité qu'il est plus difficile d'avoir, surtout lorsqu'on a des problèmes de massification. Alors c'est beaucoup de travail pour les enseignants. Ça c'est simplement nos studios. Nous allons enregistrer les cours. Donc entre le moment où il fait la planification, il enregistre, il a revu, il y a un editing qui se fait, jusqu'à ce qu'on le mette en ligne, c'est à peu près une année. Donc entre le moment où on pense à un cours et on le met en ligne, une année c'est à peu près découlé. Ça veut dire aussi que les institutions doivent s'organiser pour mettre, les professeurs doivent apprendre à faire des cours devant une caméra et pas devant un grand auditoire. Ça demande une énorme préparation, probablement plus grande d'enregistrement qu'un cours etc. C'est un peu comme le livre qu'on écrit. C'est au fond le livre digital. Alors il y a deux grandes plateformes. Alors ceux qui sont intéressés, je ne vois pas tout le monde.
de Loin-Battre étant, parce que si ça m'intéresse, qui a déjà pris un cours? Est-ce qu'il pourrait lever la main? Ici. Qui a pris un cours? Encore relativement peu. Alors ceux qui n'ont pas pris, allez sur Coursera, allez sur la plateforme EDX et vous verrez que vous pouvez accéder à ces cours. Alors ça, c'est les deux grandes plateformes. Une qui a débuté à Stanford, l'autre à Harvard MIT à Boston. Vous voyez, c'est en dessous, c'est les labels des universités. Vous avez les grandes universités américaines et aussi les grandes universités européennes, maintenant les asiatiques, se sont mis sur ces plateformes. Donc vous pouvez, en tapant Coursera sur Internet, vous aurez l'affichage des cours que vous pouvez prendre. À l'heure actuelle, il y a 600 cours à peu près sur Coursera, 140 cours sur EDX. L'EPFL est une des rares institutions qui est présente sur les deux plateformes. Nous étions la première plateforme, la première université non américaine, la 5e au monde à rentrer sur la plateforme Coursera. On était aussi dans la 4e sur EDX. Donc on a été un peu pionnier dans ce domaine, aussi bien sur ces deux plateformes. Et ce que vous voyez, c'est que la différence, c'est qu'une est une plateforme fermée, l'autre est une plateforme ouverte. Ceux qui veulent enregistrer les cours peuvent utiliser la plateforme dans une position de leader. Coursera à peu près 6 millions d'étudiants, EDX à peu près 3 millions d'étudiants aujourd'hui en ligne. Mais les cours sont donnés par les universités. Le reste du monde se met aussi, les Chinois ont fait au travers d'un site avec le site de Tsinghua. Au niveau du monde arabe, il y a eu surtout qui s'appelle l'Irak, qui a été soutenu par la Jordanie. Le Rwanda a une initiative intéressante. Et puis nous avons essayé de développer pour l'Afrique subsaharienne cette plateforme au travers du réseau d'excellence de l'ingénierie du monde de la francophonie qu'on appelle RECIF. J'y reviendrai. Et puis il y a des portails. Aujourd'hui, il y a un portail qui s'appelle Océan. Vous pouvez aussi taper Océan et vous aurez les cours de ces 6 institutions que sont l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, mais aussi l'École Polytechnique de l'Université de Montréal, l'École normale supérieure de Paris, la RUDUM, celle de Lyon, l'École Polytechnique X française et l'Université catholique de Louvain. Donc les grandes écoles francophones qui aujourd'hui ont décidé de mettre à disposition un certain nombre de cours, mais de nouveau accessibles à tout le monde. Et fait pour les enseignants, c'est important. C'est au fond, vous avez un textbook, vous pouvez prendre un autre textbook, un autre livre de cours, et vous pouvez prendre, et l'avantage c'est qu'ils sont continuellement renouvelés. Lorsqu'on refait une nouvelle édition d'un livre, c'est 4-5 ans. Dans le monde de la technologie et de l'ingénierie, tout va extrêmement vite. Donc on peut imaginer qu'à chaque cours, comme ils sont donnés plusieurs fois par année, il y ait au fond une mise à jour des données. Ça, c'est un élément extrêmement important et très utile dans les dimensions technologiques. Alors, les looks, juste à l'EPFL, quelques chiffres. Alors, le premier, lorsque je suis rentré comme de Stanford, j'ai demandé à ce professeur qui est le père de ce langage qui s'appelle Scala d'enregistrer son cours et il l'a mis en ligne le 18 septembre 2012. Et en fait, il a eu directement 50 000 étudiants, dont 10 000 qui ont pris l'examen final. Et ce qui était remarquable, c'est que les étudiants qui prenaient ce cours étaient aussi bons que nos étudiants. Donc, un certain nombre étaient déjà avancés, c'était pas toujours, ça faisait aussi la formation continue. Des gens avaient même déjà des doctorats, mais c'était une façon de, au fond, se maintenir. Et je crois que c'est aussi un élément extrêmement important pour les enseignants. C'est une façon de se maintenir à jour sur la dimension technologique. Et puis, ce qui est très étonnant, quelques semaines après qu'il ait donné son cours, l'université d'Helsinki a mis un site. Sur son site, il leur a dit, ceux qui sont intéressés à Scala, simplement aller prendre le cours de M. Martin Ozeski sur Coursera. L'université d'Helsinki a décidé de ne plus enseigner Scala, mais simplement dire à ses étudiants, vous allez, et puis nous, on va vous faire passer l'examen. Ça c'est un peu extrême, mais ça montre au fond que c'est le nouveau livre de cours. Et je crois que pour l'Afrique, c'est ça. C'est un élément au fond de pouvoir s'appuyer sur les derniers développements technologiques, mais de les adapter au contexte pour les enseignants, mais aussi une capacité pour les étudiants d'aller chercher
ces cours au moment où ils sortent. Et de nouveau, de façon gratuite, alors qu'acheter un livre, un textbook qui est déjà relativement dépassé et onéreux et plus difficile. Alors, je ne vais pas dans le détail, c'est lisible, mais simplement pour vous montrer. L'école polytechnique est une école un peu étrange, dans le sens qu'elle est bilingue français et anglais. Il y en a peu dans le domaine technologique, donc on a mis un certain nombre de cours en anglais et un certain nombre de cours en français. Vous voyez à peu près moitié-moitié. Aujourd'hui, nous avons 21 cours en ligne, 13 en préparation. Et lorsque voilà le recrutement des étudiants. Donc l'école polytechnique fédérale de Lausanne, qui est une petite école relativement un tout petit peu moins de 10 000 étudiants, tout à coup en moins de 2 ans à 400 000. Et on pense que prochainement on aura 1 million d'étudiants. Donc ça pose la question de savoir, vous avez des étudiants en ligne et puis des étudiants physiques. Et comment est-ce que vous allez interagir entre ces deux communautés? Mais je crois qu'il faut justement de nouveau voir que ces étudiants, ce n'est pas nos étudiants, mais c'est des étudiants qui prennent des cours ou dont les enseignants utilisent nos cours pour faire leur propre enseignement. Ça, c'est un élément qui me paraît aussi important. Ce que vous allez aussi voir, c'est que quand on met en français, on a à peu près un dixième, forcément. Une plus grande partie du monde utilise l'anglais comme langue d'enseignement que le français. Mais quand même, on a des cours en français qui font 10 à 12 000 étudiants. Alors, comme beaucoup de gens, vous pouvez y aller, vous n'êtes pas obligé de les suivre, il y a une perte d'étudiants. Mais vous voyez, au long de la vidéo, ceux qui vont voir, ceux qui font les quiz, ceux qui font les assignments, et puis ceux qui veulent aller jusqu'au bout, c'est-à-dire si vous voulez un certificat. Alors là, on y reviendra, le problème de la certification, c'est le vrai problème. Savoir, est-ce que ces institutions vont donner, est-ce qu'elles intègrent, est-ce qu'elles vont le faire avec les institutions dans lesquelles les étudiants étudient. Là, c'est un élément justement dont on est en train de parler, en particulier dans le réseau RECIF. Là aussi intéressant sur les langues et sur les types. Vous voyez, quels sont les étudiants qui prennent? Alors les cours en anglais sont suivis surtout par les Européens et les Américains et les Asiatiques, relativement peu en Afrique. Et bien lorsque vous enseignez en français, et selon le type de cours, vous voyez aujourd'hui, malgré les difficultés, l'Afrique est très présente. Là, dans un cours d'introduction microcontrôleur, vous voyez que c'est quasi aussi important que les Européens. Donc ça veut dire que si ces cours sont en français, en tout cas l'Afrique francophone semble prendre ces cours. Et ça, c'est extrêmement réjouissant pour nous. On voit par contre que lorsqu'on donne ces cours en français, relativement peu d'Asiatiques, mais quand même, il y en a un certain nombre qui prennent ces cours. Aussi la typologie des cours. Si on court des cours très spécialisés, comme ce cours de microcontrôleur, on voit que l'Afrique est très présente. Les cours d'introduction aussi, et puis les cours très avancés de maths et autres, sont moins pris par les étudiants africains aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a effectivement, je pense qu'il y a un besoin d'abord de cours de base, et puis aussi de cours appliqués, spécialisés. D'où l'idée de faire des cours, au fond, qui répondent aux besoins de l'Afrique. Là, vous avez, lorsque vous parlez français ou anglais, vous imaginez que les étudiants, lorsque vous allez en anglais, en Asie, c'est surtout les étudiants anglophones qui le prennent, mais on voit très bien qu'au niveau de l'Afrique, c'est l'Afrique francophone qui prend ses cours en ligne. Donc, je crois que c'est quand même une opportunité intéressante pour l'Afrique francophone d'avoir des cours en même temps que les étudiants américains, européens. C'est une façon, au fond, d'accéder de façon synchrone à la connaissance. Lorsqu'on voit un tout petit peu en plus de détail, d'où en Afrique, on voit le Maroc, l'Égypte. L'Égypte prend surtout en anglais. On voit l'Égypte, donc l'Afrique du Nord, mais on voit émerger le Cameroun, par exemple, ici, la Côte d'Ivoire, le Nigeria font seulement plus en anglais, le Sénégal, encore relativement modeste, mais j'espère qu'après cette journée, cette courbe va monter. Je compte sur vous. Là, il y a une possibilité, je crois que c'est une possibilité, et j'étais très encouragé d'entendre, lorsqu'on entend du ministère, du ministre, le recteur, au fond, tout le monde, le directeur d'école polytechnique, qui veulent participer, on va faire ça ensemble.
telle sorte que ces cours soient aussi crédités pour vous. Ça va être un élément vraiment très important. Alors, nous, avec l'Afrique, je vais appeler mon collègue, docteur Dimitri Loukakis. C'est lui qui s'est vraiment occupé du développement des cours pour l'Afrique, avec l'Afrique, et qui va vous dire exactement l'état actuel. Et puis je reviendrai pour conclure en vous donnant une vision assez d'hélicoptère globale de la possibilité des MOOCs. De la révolution numérique en Afrique, on a parlé un peu déjà de tous ces chiffres, la pénétration de la téléphonie mobile en Afrique, qui est à peu près 80%. C'est ce qu'on s'attend à avoir comme chiffre, le nombre d'étudiants qui auront accès à des tablettes, à un smartphone, etc. On voit en fait que les MOOCs peuvent être une des réponses à la problématique de la massification de la formation en Afrique. Je vais surtout passer plus loin et parler du récit. Donc sur cette carte-là, vous pouvez voir les institutions dont on a parlé depuis ce matin, en fait, les institutions du Nord, l'école polytechnique, les institutions en France, au Canada, et les partenaires du Sud. Lorsque nous avons commencé ces projets, la première chose qu'on a fait, on a consulté nos collègues du récit venant de ces continents, venant d'Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'on a besoin qu'il y a besoin d'avoir des cours de base, donc des cours de mathématiques, de physique et d'informatique. Et il y a aussi besoin d'avoir des cours plus spécialisés, plus adaptés à l'enseignement qui est dispensé ici, surtout dans certaines thématiques. Et ces thématiques, elles se recoupent avec les intérêts du réseau récif, que ce soit l'eau, l'énergie, la nutrition ou la santé. Lorsqu'on a parlé des cours de base, on a assez vite, en consultation avec nos partenaires du récit, pensé qu'il était primordial de mettre les enseignants en réseau. Donc, d'initier la collaboration entre enseignants. Pour le faire, on a misé sur la mobilité des enseignants. On fait venir des enseignants du Sénégal, entre autres, et d'autres pays africains, à l'EPFL, pour qu'ils apprennent comment ça se passe avec les MOOCs, mais aussi pour qu'ils puissent rencontrer les enseignants qui préparent les MOOCs. Et on est parti avec l'idée que les MOOCs pourraient et devraient être intégrés dans les cursus locaux, si on veut que les enseignants s'approprient ces matériels et qu'ils puissent accompagner les étudiants. Les cours, donc typiquement on parle ici des cours bachelor et peut-être le début du master, tandis que tout ce qui est thématique, on parle de la formation niveau master ou de la formation continue. Dans ce modèle qu'on a mis en place, on parle en fait de l'intégration des MOOC dans un cours local. J'arriverai. Lorsqu'on parle d'un cours traditionnel, on parle de la livraison du cours ex cathedra souvent, on parle des exercices qui vont être distribués aux étudiants, qui est fait avec eux, on parle des travaux dirigés, des laboratoires éventuellement, de l'évaluation de l'enseignement et de la certification, histoire d'avoir des crédits et arriver à un diplôme. Donc ça, c'est le cheminement normal. Où est-ce qu'interviennent les MOOCs? Dans les modèles qu'on est en train de mettre en place avec des partenaires africains, y compris avec l'école supérieure polytechnique de Dakar, les MOOC ils vont intervenir dans la première partie. Donc, c'est vraiment un élément à prendre en considération par les enseignants pour livrer l'information. Le MOOC donc, il va comporter le matériel du cours, les exercices et éventuellement aussi des travaux à faire. L'institution partenaire va s'occuper de tout le reste. Ça veut dire des travaux dirigés, de mettre en place le laboratoire, accompagner les étudiants dans le processus d'apprentissage, faire l'évaluation et certifier l'apprentissage. Donc on travaille avec ces modèles-ci. Concrètement,
essaie donc de développer une offre de bourse au niveau bachelor, master et formation continue. Nos professeurs à l'EPFL, mais aussi le reste des institutions du Récif, sont engagés à développer ces cours. Évidemment, ces cours peuvent être partagés entre enseignants du Nord et du Sud, même du Sud et du Sud. Toutes les possibilités sont ouvertes. On essaie d'intégrer le MOOC au sein des programmes existants des universités partenaires, des programmes de formation. Pour le faire, tout d'abord, il faut former les enseignants. C'est pour ça qu'on parle de mobilité des enseignants et des programmes de formation aux technologies du MOOC, à la pédagogie du MOOC. Adapter les plateformes existantes à l'environnement local. Cet après-midi, on aura des exemples des institutions qui pratiquent ces MOOC en Afrique, en particulier des Yaoundé, mais aussi d'ici. Et on verra comment on peut faire face, comment on résout les problèmes techniques qu'on peut rencontrer sur place.